Bonjour à tous, et bienvenue sur Histoire de tous les jours, votre canal dédié aux récits de vie qui touchent le cœur, qui secouent l'âme et qui nous rappellent que chaque jour peut changer une destinée. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires poignantes. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'a bouleversée, une histoire de trahison, de secret et de résilience. Installez-vous confortablement, car ce que je m'apprête à partager va vous tenir en haleine. Voici mon histoire, celle où tout a basculé le jour où ma sœur est née. Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, et si vous m'aviez rencontrée il y a quelques années, vous auriez vu une femme qui semblait avoir tout pour être heureuse. Une maison élégante dans un quartier huppé de Lyon, un mari charismatique, Julien, et une carrière stable à la tête de l'entreprise familiale que mon père m'avait léguée. À première vue, ma vie était un tableau parfait, peint avec des couleurs vives et des contours nets. Mais en y regardant de plus près, vous auriez vu les fissures, les ombres qui s'étendaient sous la surface, prêtes à tout engloutir. Je vivais dans une maison de pierre ancienne, avec des volets bleus et un jardin où les rosiers grimpaient le long des murs. Chaque matin, je me levais à l'aube, préparais le café, et m'asseyais à la table de la cuisine, où la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux. Ce rituel était mon refuge, un moment de calme avant que la journée ne m'aspire dans son tourbillon. Julien, lui, se levait plus tard, toujours impeccablement vêtu, son sourire éclatant comme une arme qu'il savait manier à la perfection. « Bonjour, ma chérie », disait-il, mais ses mots sonnaient creux, comme une mélodie jouée sur un instrument désaccordé. Je me disais que c'était normal, que les mariages, après 10 ans, perdaient un peu de leur éclat. Je me trompais point et ma mère, Marianne, était une présence constante dans ma vie, bien plus que je ne l'aurais souhaité. Elle vivait à quelques rues de chez nous, dans un appartement qu'elle avait décoré avec un goût ostentatoire, comme pour rappeler à tout le monde qu'elle était une femme d'importance. Marianne avait toujours été ainsi, autoritaire, manipulatrice, avec un sourire qui pouvait vous réchauffer ou vous glacer le sang, selon son humeur. Elle avait une manière de me regarder, comme si j'étais une déception ambulante, une version imparfaite de ce qu'elle aurait voulu que je sois. « Claire, tu devrais faire attention à ton apparence », lançait-elle parfois, en lissant ses cheveux impeccablement coiffés. « Les gens jugent, tu sais. » Ces mots, prononcés avec une fausse sollicitude, s'enfonçaient en moi comme des aiguilles. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ma mère me traitait ainsi. Peut-être était-ce parce que j'étais la fille de mon père, cet homme qu'elle avait aimé à sa manière, mais qu'elle n'avait jamais su comprendre. Mon père, André, était un homme doux, un visionnaire qui avait bâti une entreprise de textile prospère à partir de rien. Quand il est mort, j'avais 25 ans, et j'ai hérité de l'entreprise. C'était une responsabilité énorme, mais aussi un lien avec lui, une façon de garder son souvenir vivant. Chaque jour, en entrant dans mon bureau, je sentais sa présence, comme s'il me murmurait « Tu peux le faire, Claire ». Mais ce poids, cette entreprise, c'était aussi ce qui me liait à Julien et à Marianne, et qui, je le comprendrai plus tard, faisait de moi leur marionnette. Julien et moi nous étions rencontrés à l'université. Il était étudiant en économie, brillant, avec une assurance qui attirait tous les regards. Moi, j'étais plus réservée, studieuse, toujours dans l'ombre. Quand il m'a choisie, moi, la fille ordinaire, j'ai cru que c'était un miracle. Il me faisait rire, il me faisait me sentir spéciale. Quand nous nous sommes mariés, 3 ans plus tard, j'étais convaincue que notre amour durerait toujours. Mais au fil des années, quelque chose a changé. Julien devenait distant, ses compliments se faisaient rares, et ses regards, autrefois pleins de chaleur, étaient devenus froids, presque calculateurs. Je me disais que c'était ma faute, que je n'étais pas assez intéressante, pas assez belle. Je me disais que si je travaillais plus dur, si je faisais tout pour lui plaire, il redeviendrait l'homme dont j'étais tombée amoureuse. Marianne, elle, ne faisait rien pour cacher son mépris. « Tu es trop sérieuse, Claire », me disait-elle souvent, un sourire narquois aux lèvres. « Julien a besoin d'une femme qui sait s'amuser, pas d'une comptable. » Ces mots me blessaient, mais je les acceptais, parce que je pensais qu'elle voulait mon bien. Elle était ma mère, après tout. Comment aurais-je pu imaginer qu'elle était la marionnettiste, tirant les ficelles de ma vie pour son propre intérêt? Et puis, il y avait Élise. Ou plutôt, l'idée d'Élise. Ma mère, à 55 ans, était enceinte,
un miracle tardif qu'elle brandissait comme une preuve de sa vitalité. Cet enfant sera tout ce que tu n'as pas été, m'avait-elle dit un jour, en caressant son ventre arrondi. Je ne savais pas si je devais être blessée ou heureuse à l'idée d'avoir une petite sœur. Je me disais que, peut-être, cette nouvelle vie apporterait un peu de lumière dans notre famille dysfonctionnelle. Mais je sentais aussi une tension croissante, une ombre qui s'étendait sur nous tous à mesure que l'accouchement approchait. Ce jour-là, un dimanche de printemps, je me souviens de chaque détail. Le soleil brillait à travers les vitres, projetant des motifs dorés sur le parquet. J'étais dans la cuisine, en train de préparer le déjeuner, quand Julien est entré, son téléphone à la main. Il riait doucement, un rire que je ne lui avais pas entendu depuis des années. « Qui est-ce » ai-je demandé, un sourire forcé sur les lèvres. Il a haussé les épaules, comme si ma question était insignifiante. « Juste un collègue » a-t-il répondu, mais son regard fuyait le mien. À ce moment-là, Marianne est arrivée, élégante comme toujours, son sac à main de marque posé sur la table comme un trophée. « Claire, tu as l'air fatiguée » a-t-elle lancé, sans même me regarder. « Tu devrais te reposer, tu sais, pour le bien de l'entreprise. » Le bien de l'entreprise. Ces mots revenaient sans cesse, comme un refrain obsédant. L'entreprise était ma fierté, mais aussi ma prison. Je passais mes journées à jongler entre les réunions, les comptes et les décisions stratégiques, tandis que Julien, qui occupait un poste de direction symbolique, se contentait de parader lors des événements mondains. « Laisse-moi gérer les relations publiques », disait-il, un sourire charmeur aux lèvres. « Tu es meilleure avec les chiffres, Claire. » Et moi, naïve, je le laissais faire, pensant qu'il contribuait à notre succès commun. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Il y avait une complicité entre Julien et Marianne, une énergie que je ne pouvais pas définir. Ils échangeaient des regards, des sourires qui semblaient contenir un secret que je n'étais pas autorisée à connaître. « Qu'est-ce qui vous amuse autant » ai-je demandé, tentant de garder un ton léger. Julien a ri, un rire froid qui m'a fait frissonner. « Oh, rien, Claire. Juste une blague entre nous. » Marianne a ajouté, avec une pointe de malice, « Ne t'inquiète pas, ma chérie. » Tu ne comprendrais pas, ces mots m'ont frappé comme une gifle. Je ne comprendrais pas. C'était toujours la même histoire, j'étais la fille sérieuse, la travailleuse, celle qui ne brillait pas. La non-femme, comme Marianne me l'avait dit un jour, pensant que je ne l'entendais pas. Je me suis tue, comme toujours, mais au fond de moi, une petite voix commençait à murmurer. Une voix qui me disait que quelque chose n'allait pas, que les fissures dans ma vie étaient sur le point de devenir des gouffres. Ce soir-là, après le départ de Marianne, j'ai essayé de parler à Julien. Je voulais retrouver l'homme que j'avais aimé, celui qui me faisait rire avec ses histoires absurdes, celui qui me prenait dans ses bras quand j'avais peur. Mais quand je me suis approchée de lui, il m'a repoussée doucement, prétextant une réunion tôt le lendemain. « Tu devrais dormir, Claire, » a-t-il dit, sans me regarder. « Tu as l'air épuisée. » Et il est parti dans son bureau, me laissant seule dans le salon, avec le poids de mes doutes. Je me suis assise sur le canapé, les mains tremblantes, et j'ai fermé les yeux. Je pensais à mon père, à ces mots, « Claire, tu es plus forte que tu ne le crois. » Mais à ce moment-là, je ne me sentais pas forte. Je me sentais petite, insignifiante, comme une ombre dans ma propre vie. Et pourtant, quelque part au fond de moi, une étincelle s'allumait. Une étincelle qui me disait que je devais chercher la vérité, que je devais comprendre pourquoi les rires de Julien et de Marianne résonnaient comme une menace. C'est alors que le téléphone a sonné. C'était l'hôpital. Ma mère venait d'entrer en travail. Élise allait naître. Et avec sa naissance, ma vie, telle que je la connaissais, allait prendre fin. L'hôpital sentait l'antiseptique et l'attente. Les murs blancs, les néons qui clignotaient doucement, les murmures des infirmières dans les couloirs, tout semblait à la fois familier et étrangement oppressant. J'étais assise sur une chaise en plastique inconfortable, dans la salle d'attente de la maternité, mon sac à main posé sur mes genoux comme une ancre. Ma mère, Marianne, était en salle de travail, et quelque part, dans cette aile bruyante, ma petite sœur, Élise, s'apprêtait à venir au monde. J'essayais de me concentrer sur ce moment, sur l'idée d'une nouvelle vie, mais mon esprit revenait sans cesse aux événements de la veille, les rires de Julien,
les regards complices qu'il échangeait avec ma mère, leurs mots qui me blessaient sans que je puisse encore comprendre pourquoi. Je me souviens du trajet jusqu'à l'hôpital. Julien avait insisté pour m'accompagner, malgré mon hésitation. C'est un moment important, Claire, avait-il dit, avec ce sourire qui semblait toujours cacher quelque chose. Ta mère a besoin de nous. Mais dans la voiture, il était resté silencieux, les yeux rivés sur son téléphone, tapant des messages avec une urgence que je ne lui connaissais pas. J'avais voulu poser une question, briser ce silence pesant, mais quelque chose dans son attitude m'avait arrêté. Une intuition, peut-être, ou simplement la fatigue de toujours chercher à le comprendre. À l'hôpital, Julien m'avait laissé dans la salle d'attente, prétextant qu'il devait passer un coup de fil. Des affaires urgentes, avait-il marmonné avant de disparaître dans le couloir. Je l'avais regardé s'éloigner, sa silhouette élégante se fondant dans la foule des visiteurs et du personnel médical. Une part de moi voulait le suivre, mais je me suis ravisée. J'étais là pour ma mère, pour Élise. Je devais rester concentrée. Pourtant, cette petite voix, celle qui avait murmuré la veille dans le salon, était de retour, plus insistante. Quelque chose n'allait pas. Et cette fois, je ne pouvais pas l'ignorer. Les heures passaient, interminables. J'avais apporté un livre pour m'occuper, mais les mots glissaient sur moi comme de l'eau sur une vitre. À un moment, une infirmière est venue me voir, son sourire professionnel un peu forcé. « Votre mère va bien ?» m'a-t-elle dit. « L'accouchement se passe comme prévu. Vous pourrez bientôt la voir. » J'ai hoché la tête, murmurant un merci, mais mon cœur battait à tout rompre. Pas à cause de l'attente, ni même de l'idée de rencontrer ma sœur. Non, c'était autre chose, une tension qui montait en moi comme une tempête silencieuse. Je me suis levée pour me dégourdir les jambes, espérant chasser cette angoisse qui me serrait la poitrine. Le couloir était long, bordé de portes closes et de chariots médicaux. J'ai marché sans but, mais pas résonnant sur le linoléum. C'est alors que je les ai entendus. Des voix familières, basses mais distinctes, venant d'un coin reculé près d'une machine à café. Julien et Marianne. Mon cœur s'est arrêté. Pourquoi étaient-ils là, ensemble, loin de la salle d'attente? Pourquoi parlaient-ils ainsi, à voix basse, comme s'ils partageaient un secret? Je me suis approchée, mais pas ralentissant instinctivement. Je me suis cachée derrière un panneau d'affichage, le souffle court, comme une intruse dans ma propre vie. Leur voix était claire, maintenant, et chaque mot qu'ils prononçaient s'enfonçait en moi comme un couteau-poing. Elle ne se doute de rien, n'est-ce pas, disait Julien, un rire dans la voix. Claire est tellement prévisible. Toujours à s'inquiéter pour l'entreprise, à courir dans tous les sens. Marianne a répondu, son ton dégoulinant de mépris. Évidemment. Elle n'a jamais été très maligne. Mais elle est utile, non? Grâce à elle, nous avons tout ce qu'il nous faut. J'ai senti mes jambes trembler. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes. De quoi parlait-il? Pourquoi riait-il ainsi, comme si j'étais une plaisanterie? J'ai voulu m'avancer, leur demander des explications, mais mes pieds semblaient collés au sol. La voix de Julien a repris, plus basse, plus sérieuse. Tu es sûr que tout est en place? Une fois qu'Élise sera là, il faudra accélérer les choses. L'entreprise, l'héritage, tout doit nous revenir. Marianne a ri, un rire froid, tranchant. Patience, Julien. Claire est notre billet d'entrée. Sans elle, nous n'aurions rien. Mais ne t'inquiète pas, elle ne verra rien venir. Elle est trop occupée à jouer les bonnes filles. La non-femme, comme je l'appelle. La non-femme. Ces mots m'ont frappé comme une gifle, réveillant des souvenirs enfouis. Je me suis revue, adolescente, écoutant ma mère me critiquer devant ses amis, riant de mes maladresses, de mon manque de grâce. Claire n'a pas l'étoffe d'une vraie femme, disait-elle parfois, pensant que je n'entendais pas. Mais là, dans ce couloir d'hôpital, ces mots prenaient une nouvelle dimension. Ils n'étaient pas seulement cruels, ils étaient calculés, chargés d'une intention que je commençais à peine à saisir. J'ai fermé les yeux, essayant de respirer, mais l'air semblait épais, irrespirable. Mon mari et ma mère. Les deux personnes en qui j'avais le plus confiance, celles qui auraient dû m'aimer, complotaient contre moi. J'étais un pion, un outil. Une vague de nausée m'a envahi,
et j'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. Comment avais-je pu être aussi aveugle? Toutes ces années, ces regards complices, ces silences, ces remarques déguisées en plaisanterie. Tout prenait sens, et pourtant, je refusais encore d'y croire. J'ai entendu leurs pas s'éloigner, leur voix s'estompant dans le brouhaha de l'hôpital. Je suis resté là, immobile, le cœur battant à tout rompre. Une partie de moi voulait courir après eux, hurler, exiger des explications. Mais une autre partie, plus froide, plus calculatrice, me disait de me taire. Si je révélais que j'avais entendu, ils sauraient que je savais. Et alors, quoi? Que ferait-il? Je ne pouvais pas prendre ce risque. Pas encore. J'y suis revenu dans la salle d'attente, mes mouvements mécaniques, comme si j'étais une marionnette dirigée par quelqu'un d'autre. Je me suis assise, les mains crispées sur mon sac, et j'ai fixé le mur en face de moi. Les mots de Julien et de Marianne tournaient en boucle dans ma tête. Elle ne se doute de rien. La non-femme. L'héritage doit nous revenir. Chaque phrase était une blessure, mais aussi une étincelle. Une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant commençait à monter en moi, une colère qui brûlait plus fort que la douleur. Quand l'infirmière est revenue, son sourire plus chaleureux cette fois, j'ai eu du mal à me reconnecter au présent. « Votre sœur est née », m'a-t-elle dit. Une belle petite fille. Vous pouvez aller voir votre mère, maintenant. J'ai hoché la tête, me levant comme dans un rêve. Élise. Ma sœur. Une enfant innocente, qui n'avait rien à voir avec les trahisons des adultes autour d'elle. Et pourtant, d'après ce que j'avais entendu, elle était au centre de leur plan, une pièce maîtresse dans leur jeu cruel. Dans la chambre, ma mère était allongée, pâle mais toujours impeccablement composée, comme si même l'accouchement n'avait pas pu ébranler son contrôle. Elle tenait Élise dans ses bras, un petit paquet emmailloté qui semblait si fragile. « Claire », a-t-elle dit, sa voix douce mais tranchante. « Regarde ta sœur. N'est-elle pas parfaite ?» J'ai regardé Élise, ses petits yeux clos, ses poings minuscules serrés. Elle était belle, oui, mais ce moment, qui aurait dû être empreint de joie, était empoisonné par ce que je venais d'entendre. J'ai forcé un sourire, murmurant « Elle est magnifique ». Mais mes yeux ont croisé ceux de Marianne, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir une lueur de triomphe dans son regard. Comme si elle savait qu'elle avait gagné, qu'elle me tenait toujours sous son emprise. Julien est entré à ce moment-là, son sourire éclatant comme une façade parfaite. « Alors, Claire, qu'en penses-tu » a-t-il demandé, posant une main sur mon épaule. Ce contact, qui autrefois m'aurait réconforté, me donnait maintenant la chair de poule. « Elle est parfaite » ai-je répondu, ma voix monocorde. Il a ri, un rire qui sonnait faux. « Tout comme sa grande sœur, non » a-t-il ajouté, avec une ironie que je ne pouvais plus ignorer. Je me suis tournée vers lui, soutenant son regard pour la première fois depuis longtemps. « Oui » ai-je dit, lentement. « Tout comme moi. » Il a cligné des yeux, surpris par mon ton, mais il n'a rien dit. Marianne, elle, m'observait, son sourire s'effaçant légèrement. Peut-être sentait-elle que quelque chose avait changé en moi, même si elle ne pouvait pas encore mettre le doigt dessus. En quittant la chambre, j'ai jeté un dernier regard à Élise. Elle était si petite, si vulnérable. Et pourtant, elle était déjà impliquée dans leur manigance, sans même le savoir. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas laisser Julien et Marianne continuer leur jeu. Pas au détriment de ma sœur, pas au détriment de tout ce que mon père avait construit. Mais je devais être prudente. Ils pensaient que j'étais faible, prévisible, une non-femme. Ils se trompaient. Et j'allais leur prouver. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai verrouillé la porte de ma chambre et je me suis assise sur le lit, les mains tremblantes. J'ai sorti un carnet, un vieux carnet que mon père m'avait offert quand j'étais adolescente. J'y avais écrit mes rêves, mes peurs, mes espoirs. Ce soir-là, j'y ai écrit autre chose, un plan. Un plan pour découvrir la vérité, pour protéger Élise, et pour reprendre le contrôle de ma vie. Les rires froids de Julien et de Marianne résonnaient encore dans ma tête, mais ils ne me briseraient pas. Pas cette fois. Les jours qui ont suivi la naissance d'Élise ont été comme une danse sur le fil d'un rasoir. Chaque sourire que je forçais, chaque mot que je prononçais, était un effort calculé pour cacher la tempête qui faisait rage en moi.
Les rires froids de Julien et de Marianne, leurs mots cruels entendus dans le couloir de l'hôpital, tournaient en boucle dans ma tête. Elle ne se doute de rien. La non-femme. L'héritage doit nous revenir. Ces phrases étaient devenues une litanie, un poison qui s'infiltrait dans chaque recoin de mon esprit. Mais ce poison, aussi douloureux soit-il, était aussi un carburant. Il alimentait une colère nouvelle, une détermination que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'étais plus seulement Claire, la femme docile qui se pliait aux attentes des autres. J'étais une femme blessée, mais prête à se battre point pourtant, je savais que je devais être prudente. Julien et Marianne pensaient que j'étais aveugle, et c'était ma seule arme pour l'instant, leur ignorance. Je devais jouer le rôle qu'ils attendaient de moi, la Claire prévisible, sérieuse, celle qui ne posait pas de questions tout en cherchant des réponses. Chaque matin, je me levais avec un objectif, découvrir la vérité sur leur complot. Mais par où commencer? L'entreprise familiale était le cœur de tout, je le sentais. C'était là que tout convergeait: l'argent, le pouvoir, leur trahison. L'entreprise, fondée par mon père, André, était une maison de textile renommée à Lyon. Elle produisait des étoffes de luxe, exportées dans toute l'Europe. Mon père en parlait comme de son troisième enfant, un héritage qu'il chérissait autant que ma sœur et moi. Après sa mort, j'avais pris les rênes, non sans difficulté. Les chiffres, les contrats, les réunions interminables, tout cela m'avait toujours semblé écrasant, mais je m'étais accrochée, pour lui, pour son rêve. Julien, lui, occupait un poste de direction, mais son rôle était plus symbolique que réel. Il signait des documents, assistait à des cocktails, et laissait le vrai travail à moi. « Tu es faite pour ça, Claire », disait-il souvent, avec ce sourire qui me faisait autrefois fondre. Maintenant, ce sourire me donnait des frissons. Ce matin-là, une semaine après la naissance d'Élise, je suis arrivée au bureau plus tôt que d'habitude. L'immeuble était silencieux, presque solennel, avec ses grandes fenêtres donnant sur la Saône. Mon bureau, au dernier étage, était un sanctuaire, rempli de souvenirs de mon père, une photo de nous deux lors d'un voyage à Paris, un vieux carnet où il notait ses idées, une plume qu'il utilisait pour signer les contrats importants. Ces objets me rappelaient qui j'étais, d'où je venais. Et ce jour-là, il me rappelait aussi ce que j'avais à perdre. J'ai allumé mon ordinateur, mes mains tremblant légèrement. Si Julien et Marianne complotaient pour l'héritage, l'entreprise était forcément impliquée. J'ai commencé à fouiller dans les dossiers financiers, ceux que je laissais habituellement à notre comptable, un homme discret nommé Paul, qui travaillait pour nous depuis des années. Les chiffres défilaient sous mes yeux, mais quelque chose clochait. Des virements réguliers, toujours du même montant, vers un compte bancaire que je ne reconnaissais pas. Des sommes importantes, mais suffisamment discrètes pour passer inaperçues si l'on ne cherchait pas spécifiquement. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Où allait cet argent? Et pourquoi n'en avais-je jamais entendu parler? J'ai ouvert un autre dossier, marqué « Projets spéciaux », un titre vague qui ne correspondait à aucun projet dont j'avais connaissance. À l'intérieur, j'ai trouvé des courriels échangés entre Julien et une société offshore basée aux îles Caïmans. Les messages étaient codés, pleins de jargon financier que je comprenais à peine, mais une phrase m'a sauté aux yeux: « Une fois la transition terminée, les fonds seront sécurisés pour Monsieur Marianne ?» Était-ce elle, la pièce maîtresse de ce puzzle? J'ai senti une sueur froide couler dans mon dos. Julien détournait de l'argent, et ma mère était impliquée. Mais jusqu'où allaient leurs plans? Je n'ai pas eu le temps de creuser davantage. La porte de mon bureau s'est ouverte brutalement, et Julien est entré, son sourire habituel plaqué sur le visage. « Claire, tu es là de bonne heure », a-t-il dit, son ton faussement léger. « Toujours à travailler comme une acharnée, hein ?» Il s'est approché, posant une main sur mon épaule. Ce contact, autrefois réconfortant, me donnait maintenant envie de hurler point. « Oui », ai-je répondu, refermant discrètement l'écran de mon ordinateur. Juste quelques chiffres à vérifier. Rien d'important. J'ai forcé un sourire, priant pour qu'il ne remarque pas mon malaise. Ses yeux se sont posés sur l'écran éteint, et pendant une seconde, j'ai cru voir une lueur de suspicion dans son regard. Mais il s'est contenté de hausser les épaules. « Ne te surmène pas, Claire. On a besoin de toi en forme. » Puis il est sorti,
me laissant seule avec mon cœur qui battait à tout rompre. Ce soir-là, à la maison, l'atmosphère était encore plus lourde que d'habitude. Marianne était passée, soi-disant pour nous montrer des photos d'Élise. Elle s'était installée dans le salon, son parfum entêtant emplissant la pièce. « Regarde comme elle est parfaite », a-t-elle dit, me tendant son téléphone. L'image d'Élise, endormie dans son berceau, m'a serré le cœur. Elle était si innocente, si loin des machinations qui l'entouraient. « Oui, elle est magnifique », ai-je murmuré, sincère malgré la douleur qui me rongeait. Marianne m'a regardé, son sourire aussi tranchant qu'une lame. « Tu devrais passer plus de temps avec elle, Claire. Après tout, c'est ta sœur. » Il y avait quelque chose dans son ton, une menace voilée, comme si elle me rappelait que j'étais sous son contrôle. Julien, assis à côté d'elle, a ajouté « Oui, Claire, tu travailles trop. Laisse-moi gérer certaines choses à l'entreprise, tu veux ?» Son ton était mielleux, mais ses yeux étaient froids, calculateur. J'ai hoché la tête, jouant le jeu, peut-être, ai-je dit, ma voix tremblante malgré moi. Mais en moi, la colère grandissait. Il pensait pouvoir me manipuler, me réduire à une ombre. Il se trompait. Le lendemain, j'ai décidé de chercher des réponses ailleurs. Sophie, une ancienne amie de mon père, était la seule personne en qui je pouvais avoir confiance. Elle avait travaillé avec lui à l'époque où l'entreprise démarrait, et bien que je ne l'ai pas vue depuis des années, je me souvenais de sa chaleur, de sa franchise. Je l'ai appelée, prétextant une visite amicale, et elle m'a invité à passer chez elle, dans une petite maison à la périphérie de Lyon. Sophie m'a accueilli avec un sourire qui m'a instantanément apaisé. « Claire, tu ressembles tellement à André », a-t-elle dit en me serrant dans ses bras. Ses yeux, cette détermination, il serait fier de toi. Ces mots, si simples, ont brisé quelque chose en moi. J'ai senti les larmes monter, mais je les ai ravalées. Je n'étais pas là pour m'effondrer. J'étais là pour des réponses. Assise autour d'une tasse de thé, je lui ai raconté ce que j'avais entendu à l'hôpital, les virements suspects, les regards complices entre Julien et Marianne. Sophie m'a écouté sans m'interrompre, son visage s'assombrissant à mesure que je parlais. Quand j'ai fini, elle a posé sa tasse, ses mains tremblant légèrement. « Claire, il y a quelque chose que tu dois savoir, » a-t-elle dit, sa voix grave. Ton père soupçonnait Marianne de manipuler ses finances bien avant sa mort. Il avait découvert des irrégularités, des documents falsifiés. Il m'en avait parlé, mais il n'a jamais eu le temps de tout régler. Mon cœur s'est arrêté. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» ai-je demandé, ma voix à peine audible. Sophie s'est levée et a sorti une boîte en métal d'un tiroir. À l'intérieur, il y avait des lettres, des notes manuscrites de mon père. Il avait rédigé un testament alternatif, a-t-elle expliqué. Un testament que Marianne n'a jamais vu. Il voulait s'assurer que l'entreprise te revienne entièrement, Claire, mais seulement si tu te libérais de son influence. Il savait qu'elle était toxique. J'ai pris les lettres, mes mains tremblant si fort que je pouvais à peine lire. Les mots de mon père dansaient sous mes yeux. « Claire, tu es ma lumière. Ne laisse personne te faire douter de toi. » J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Mon père avait vu ce que je commençais à peine à comprendre. Il avait essayé de me protéger, même après sa mort. « Où est ce testament ?» ai-je demandé, la voix brisée. Sophie a secoué la tête. Marianne l'a caché, ou détruit. Mais il y a un coffre, Claire. Un coffre que ton père gardait dans l'entreprise. Si tu veux des réponses, c'est là que tu les trouveras. En rentrant chez moi, j'étais à la fois terrifiée et galvanisée. Le coffre. C'était ma prochaine étape. Mais je savais que je devais agir vite. Julien et Marianne devenaient de plus en plus audacieux, leurs remarques plus mordantes. Ce soir-là, au dîner, Julien m'a regardé avec un sourire qui ne montait pas jusqu'à ses yeux. « Tu sembles préoccupée, Claire. Tout va bien ?» a-t-il demandé, sa voix dégoulinante de fausse sollicitude. « Tout va bien », ai-je répondu, mon regard fixé sur mon assiette. Mais en moi, une guerre faisait rage. J'avais trouvé une piste, une lueur d'espoir. Et je n'allais pas m'arrêter avant d'avoir découvert toute la vérité. La nuit était devenue mon refuge, le seul moment où je pouvais réfléchir sans craindre les regards scrutateurs de Julien ou les remarques acérées de Marianne. Depuis ma conversation avec Sophie, une flamme s'était allumée en moi,
une détermination farouche qui contrastait avec la peur qui me tordait encore les entrailles. Les mots de mon père, lus dans ses lettres, résonnaient comme un mantra. « Claire, tu es ma lumière. Ne laisse personne te faire douter de toi. » Mais cette lumière, je devais la protéger, la faire grandir dans l'ombre, car chaque pas que je faisais vers la vérité me rapprochait aussi du danger. Le coffre. C'était la clé, selon Sophie. Un coffre que mon père avait caché quelque part dans l'entreprise, contenant peut-être le testament alternatif qui pourrait tout changer. Mais où? Et comment le trouver sans éveiller les soupçons de Julien, qui passait ses journées à parader dans les bureaux, ou de Marianne, dont la présence semblait omniprésente, même à distance? J'avais l'impression de marcher sur un champ de mines, chaque faux pas pouvant tout faire exploser. Les jours suivants, j'ai commencé à chercher, discrètement. J'arrivais au bureau avant l'aube, quand les couloirs étaient encore plongés dans le silence, et je fouillais les archives, les placards, les tiroirs oubliés. Je vérifiais chaque recoin du bâtiment, espérant trouver un indice, une trace laissée par mon père. Mais l'entreprise était vaste, un labyrinthe de pièces remplies de dossiers et de souvenirs. Chaque nuit, je rentrais chez moi épuisé, les mains vides, mais avec une conviction grandissante, je devais persévérer. À la maison, l'atmosphère était de plus en plus étouffante. Julien me regardait différemment, comme s'il sentait que quelque chose avait changé en moi. Ses sourires étaient toujours là, mais ils semblaient forcés, presque menaçants. « Tu travailles trop, Claire », me disait-il souvent, sa voix douce mais teintée d'une pointe d'agacement. « Pourquoi ne me laisses-tu pas prendre plus de responsabilités ?» Je hochais la tête, murmurant des excuses vagues, mais mon esprit était ailleurs. Chaque mot qu'il prononçait, chaque regard qu'il échangeait avec Marianne, renforçait ma certitude, il tramait quelque chose de bien plus grand que ce que j'avais imaginé. Marianne, elle, était devenue plus audacieuse. Elle venait presque tous les jours, sous prétexte de me montrer Élise ou de discuter de l'entreprise. Mais ces visites étaient des performances, des mises en scène destinées à me rappeler ma place. « Claire, tu devrais te détendre un peu », lançait-elle, en berçant Élise dans ses bras. « Regarde ta sœur, elle est si paisible. Tu pourrais apprendre d'elle. » Ces mots, prononcés avec un sourire mielleux, étaient des flèches empoisonnées. Et pourtant, chaque fois que je regardais Élise, je sentais une bouffée d'amour inattendue. Cette petite fille, si fragile, si innocente, était devenue une ancre dans ma tempête. Je voulais la protéger, même si cela signifiait me battre contre ma propre mère. Un soir, après une journée particulièrement épuisante, j'ai enfin trouvé quelque chose. Dans une salle d'archives au sous-sol de l'entreprise, derrière une pile de vieux registres, j'ai découvert une porte dérobée, à peine visible, peinte de la même couleur que le mur. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'ai poussé la porte, qui s'est ouverte avec un grincement sourd, révélant une petite pièce poussiéreuse. Au centre, un coffre en métal, ancien mais solide, avec un cadenas à combinaison. J'ai senti une vague d'espoir mêlée de terreur. Était-ce le coffre dont parlait Sophie? Était-ce là que mon père avait caché ses secrets? Je n'avais pas la combinaison, mais j'ai pris une photo du coffre et j'ai refermé la porte, m'assurant que rien ne trahissait ma découverte. Mon père était méthodique, il avait dû laisser un indice quelque part. Je me suis souvenu d'une de ses lettres, où il parlait d'un trésor caché dans les chiffres. Était-ce une référence à la combinaison? J'ai décidé de fouiller ces vieux carnets, ce qu'il gardait dans mon bureau, dès le lendemain. Mais le lendemain matin, tout a changé. En arrivant chez moi après une nuit blanche à l'entreprise, j'ai trouvé Marianne dans le salon, assise avec Élise endormie dans ses bras. Julien était là aussi, debout près de la fenêtre, son téléphone à la main. L'atmosphère était lourde, presque électrique. « Claire, où étais-tu » a demandé Marianne, son ton faussement inquiet. « Tu disparais souvent, ces temps-ci. » J'ai senti mon estomac se nouer. J'avais du travail à finir, ai-je répondu, évitant son regard. Mais Marianne n'a pas lâché. Elle s'est levée, posant Élise dans son couffin, et s'est approchée de moi. « Tu sais, Claire, il faut faire attention. Les gens parlent. Ils disent que tu es instable. Que tu te surmènes. » Sa voix était douce, mais ses yeux étaient durs, comme des lames. Julien s'est approché à son tour, posant une main sur mon bras. « Elle a raison, Claire. Tu devrais prendre du repos. Peut-être même un congé.
Son ton était presque paternel, mais je pouvais voir la menace dans son regard. Il savait quelque chose. Ou du moins, il soupçonnait que je n'étais plus la Claire docile qu'il manipulait si facilement. Point. Je vais bien, ai-je dit, ma voix tremblante malgré moi. Je veux juste m'assurer que l'entreprise est en ordre. Marianne a ri, un rire sec qui m'a fait frissonner. L'entreprise ? Oh, Claire, tu es tellement sérieuse. Laisse Julien s'en occuper. Il est tellement plus compétent pour ces choses-là. J'ai senti la colère monter en moi, mais je l'ai ravalée. Je ne pouvais pas leur montrer que j'avais entendu leur conversation à l'hôpital, que je savais qu'ils me trahissaient. Pas encore. Peut-être, ai-je murmuré, baissant les yeux pour cacher la tempête qui faisait rage en moi. Ce soir-là, après leur départ, j'ai repris les lettres de mon père. J'ai passé des heures à les lire, cherchant un indice sur la combinaison du coffre. Finalement, dans une note griffonnée à la hâte, j'ai trouvé une série de chiffres, 12-25-83. La date de ma naissance. Mon cœur s'est serré. Était-ce un hasard ? Ou mon père avait-il vraiment voulu que ce soit moi, et moi seul, qui trouve ce coffre ? Le lendemain, je suis retourné au sous-sol de l'entreprise, le cœur battant. J'ai ouvert la porte dérobée, m'assurant que personne ne m'avait suivi. Le coffre était là, inchangé, comme un gardien silencieux des secrets de mon père. J'ai entré la combinaison, mes doigts tremblants. Un clic. Le cadenas s'est ouvert. À l'intérieur, j'ai trouvé une liasse de documents, des lettres, et un carnet relié de cuir. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli tout faire tomber. Les documents étaient un testament alternatif, comme Sophie l'avait dit. Mon père y stipulait que l'entreprise me revenait entièrement, à condition que je me libère de l'influence de Marianne. Il y avait aussi des notes sur des irrégularités financières qu'il avait découvertes avant sa mort, des preuves que Marianne avait falsifié des comptes pour détourner de l'argent. Et puis, il y avait une lettre, adressée à moi. Claire, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé la vérité. Sois forte. Tu es plus puissante que tu ne le crois. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. Mon père avait tout prévu. Il avait vu la trahison de Marianne, il avait voulu me protéger. Mais avant que je puisse lire davantage, j'ai entendu un bruit derrière moi. Je me suis retournée, le cœur battant. La porte dérobée était ouverte, et Marianne se tenait là, son regard glacial fixé sur moi. Qu'est-ce que tu fais, Claire ? A-t-elle demandé, sa voix basse, presque un sifflement. Elle s'est avancée, et j'ai instinctivement serré les documents contre moi. Rien, ai-je dit, ma voix tremblante. Juste, des vieux dossiers. Elle a ri, un rire qui n'avait rien de joyeux. Ne me mens pas, Claire. Je te connais mieux que tu ne te connais toi-même. Elle s'est approchée encore, et pour la première fois, j'ai vu une lueur de peur dans ses yeux. Elle savait que j'avais trouvé quelque chose, mais elle ne savait pas quoi. Si tu fais quoi que ce soit contre moi, c'est Élise qui en paiera le prix, a-t-elle ajouté, son ton glacial. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Élise. Ma petite sœur, si innocente, si vulnérable. Marianne utilisait son propre enfant comme une arme contre moi. J'ai senti une vague de rage, mais aussi de terreur. Que pouvais-je faire ? Si je révélais ce que j'avais trouvé, Marianne pourrait s'en prendre à Élise. Mais si je me taisais, je perdais toute l'entreprise, l'héritage de mon père, ma propre dignité. Je ne fais rien, maman, ai-je murmuré, baissant les yeux pour cacher ma colère. Je veux juste m'assurer que tout est en ordre. Elle m'a regardé longuement, comme si elle cherchait à lire dans mes pensées. Puis elle a tourné les talons, laissant la porte ouverte derrière elle. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai caché les documents dans un endroit sûr, chez Sophie, et j'ai passé la nuit à réfléchir. Marianne savait que je cherchais quelque chose. Julien devenait de plus en plus menaçant. Et Élise, ma petite sœur, était au centre de ce jeu cruel. Je devais agir, mais comment ? Chaque pas que je faisais semblait me rapprocher du précipice. Mais une chose était claire, je ne pouvais plus reculer. La non-femme, qu'il méprisait, était en train de se réveiller, et elle n'allait pas se laisser briser. La découverte du coffre avait tout changé. Les documents,
les lettres de mon père, le testament alternatif, tout cela était comme une bombe à retardement, prête à exploser si je faisais un faux pas. Je les avais cachés chez Sophie, dans une boîte verrouillée qu'elle gardait dans son grenier, mais leur poids semblait me suivre partout. Chaque mot de mon père, chaque preuve de la trahison de Marianne et Julien, brûlait dans mon esprit. Ils avaient construit leur empire sur mes épaules, sur mon travail, sur mon aveuglement. Mais maintenant, mes yeux étaient grands ouverts, et la colère qui bouillonnait en moi était devenue une force que je ne pouvais plus contenir. Pourtant, je savais que le temps jouait contre moi. Depuis que Marianne m'avait surprise dans la salle des archives, son comportement avait changé. Elle était plus vigilante, ses remarques plus cinglantes, ses regards plus perçants. Julien, lui, était devenu imprévisible. Il alternait entre des moments de fausse sollicitude et des silences lourds, comme s'il attendait que je craque, que je révèle ce que je savais. Mais je tenais bon, jouant le rôle de la Claire docile, celle qu'il pensait connaître. Chaque sourire que je leur offrais était une armure, chaque mot une stratégie. J'attendais le bon moment pour frapper. Ce moment est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. Tout a commencé par une réunion à l'entreprise, un vendredi soir. Julien avait insisté pour organiser une présentation d'urgence, soi-disant pour discuter d'une opportunité majeure, avec des investisseurs étrangers. J'avais trouvé cela étrange. Il n'organisait jamais de réunion sans m'en parler d'abord, mais je n'avais pas le choix. Refuser aurait éveillé leurs soupçons. Alors, je me suis préparée, mettant mes doutes de côté pour me concentrer sur l'essentiel, protéger Élise et l'héritage de mon père. Et la salle de conférence était froide, les néons projetant une lumière crue sur les visages des quelques cadres présents. Julien se tenait au bout de la table, impeccablement vêtu, son sourire charmeur masquant une tension que je pouvais presque sentir. Marianne était là aussi, ce qui était inhabituel. Elle n'avait aucun rôle officiel dans l'entreprise, mais elle s'était installée à côté de Julien, son regard fixé sur moi comme un prédateur surveillant sa proie. « Claire, tu es prête ?» a-t-elle demandé, son ton faussement aimable. J'ai hoché la tête, mes mains serrant les documents que j'avais préparés pour la réunion. Mais au fond de moi, je savais que cette soirée ne serait pas une simple réunion. Julien a commencé à parler, projetant des graphiques sur l'écran, vantant une soi-disant fusion avec une entreprise étrangère. Les chiffres qu'il présentait étaient impressionnants, mais quelque chose clochait. Les montants correspondaient presque exactement à ceux des virements suspects que j'avais découverts dans les dossiers. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Était-ce leur plan final? Vendre l'entreprise, empocher l'argent, et me laisser sans rien? J'ai levé la main, interrompant Julien au milieu de sa phrase. Ces chiffres, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. D'où viennent-ils? Je n'ai jamais vu ces projections. Un silence glacial s'est abattu sur la salle. Les cadres ont échangé des regards, mal à l'aise. Julien a souri, mais son sourire était crispé, presque menaçant. « Claire, tu es toujours si pointilleuse, » a-t-il dit, son ton dégoulinant de condescendance. « Ce sont des estimations, rien de définitif. Tu devrais me faire confiance. » Marianne a ajouté, avec un rire léger, « Oui, Claire, laisse les experts s'occuper des grandes décisions. Tu es tellement meilleure avec les détails. » Ces mots, ces mêmes mots qu'ils utilisaient pour me rabaisser depuis des années, ont fait monter une vague de rage en moi. J'ai serré les poings sous la table, sentant la colère me donner une force que je ne savais pas posséder. « Non, ai-je dit, ma voix résonnant dans la salle. Je veux voir les contrats. Maintenant. » Julien a cligné des yeux, pris au dépourvu. Marianne s'est raidie, son sourire s'effaçant. « Claire, ce n'est pas le moment, » a-t-elle dit, son ton plus dur. Mais je ne pouvais plus reculer. J'avais les preuves, cachées chez Sophie, et je savais qu'il tramait quelque chose de bien plus sombre qu'une simple fusion. Si, ai-je insisté, me levant de ma chaise. J'ai trouvé des virements suspects, Julien. Des millions détournés vers des comptes offshore. Et je sais que vous êtes impliqués, tous les deux. Un silence de mort a suivi. Les cadres ont baissé les yeux, mal à l'aise, mais aucun n'a osé parler. Julien s'est levé à son tour, son visage rouge de colère. « De quoi parles-tu, Claire ?» a-t-il sifflé, avançant vers moi. « Tu accuses ton propre mari de vol ?» Marianne s'est levée aussi, ses yeux lançant des éclairs. « Tu es ridicule, Claire.
Tu es fatigué, surmené. Tu inventes des choses. Mais je ne me suis pas démontée. Pour la première fois, je les ai regardés dans les yeux, sans ciller. J'ai trouvé le testament de mon père, ai-je dit, ma voix tremblante mais résolue. Il voulait que l'entreprise me revienne. À moi seule. Et il savait que vous, Marianne, aviez falsifié des documents. J'ai les preuves, et je vais tout révéler. Le visage de Julien s'est décomposé, et pendant un instant, j'ai vu la peur dans ses yeux. Mais elle a vite été remplacée par une colère froide. Il s'est approché de moi, si près que je pouvais sentir son souffle. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques, Claire, a-t-il murmuré, sa voix basse et menaçante. Recule, ou tu le regretteras. Sa main s'est levée, comme s'il allait me frapper, et j'ai instinctivement reculé, mon cœur battant à tout rompre point mais quelque chose en moi s'est réveillé. Une force brute, née de toutes ces années de silence, de toutes ces blessures. Ne me touche pas, ai-je dit, ma voix forte et claire. Tu ne me fais plus peur, Julien. J'ai poussé son bras et je me suis précipitée hors de la salle, ignorant les murmures des cadres et les cris de Marianne qui me sommaient de revenir. J'ai couru jusqu'à ma voiture, mes mains tremblant tellement que j'ai eu du mal à insérer la clé dans le contact. J'avais franchi une ligne, et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Julien et Marianne allaient riposter, et ils ne reculeraient devant rien pour protéger leur plan. Mais je n'étais plus seule. J'avais les preuves, et j'avais Sophie. J'ai conduit jusqu'à chez elle, les larmes brouillant ma vue, mais aussi une étrange sensation de liberté. Pour la première fois, je me sentais vivante, puissante, comme si la non-femme, qu'il méprisait s'était transformée en une guerrière. Sophie m'a accueillie, son visage marqué par l'inquiétude. Claire, que s'est-il passé, a-t-elle demandé, me faisant entrer. Je lui ai tout raconté, la réunion, la confrontation, la menace de Julien. Elle m'a écoutée en silence, puis elle a posé une main sur la mienne. Tu as été incroyablement courageuse, a-t-elle dit. Mais maintenant, il faut agir vite. Si tu as les preuves, nous devons les porter à un avocat. Quelqu'un de confiance. Elle m'a donné le numéro d'un avocat, un ami de mon père, spécialisé dans les fraudes financières. J'ai appelé immédiatement, et il a accepté de me rencontrer le lendemain matin. Mais alors que je me préparais à partir, mon téléphone a sonné. C'était Marianne. Sa voix était froide, dépourvue de toute émotion. Claire, si tu continues sur ce chemin, tu perdras tout. Et Élise en paiera le prix. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire, ai-je demandé, ma voix tremblante. Élise n'est plus à la maison, a-t-elle répondu, un sourire dans la voix. Si tu veux la revoir, tu vas arrêter tes petits jeux. Les documents, Claire. Rends-les-moi, et peut-être que je te laisserai voir ta sœur. J'ai raccroché, le souffle court. Élise. Ma petite sœur, si innocente, si vulnérable, était entre les mains de Marianne. Une vague de panique m'a envahi, mais je l'ai repoussée. Je ne pouvais pas me permettre de craquer maintenant. J'ai regardé Sophie, les larmes aux yeux. Elle a pris Élise, ai-je murmuré. Elle l'utilise contre moi. Sophie m'a serré dans ses bras, sa voix ferme. Nous allons la retrouver, Claire. Mais tu dois rester forte. Marianne veut te briser. Ne la laisse pas faire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai passé des heures à réfléchir, à planifier. J'avais les documents, les preuves de leur trahison. Mais Marianne avait Élise, et cela changeait tout. J'étais face à un choix impossible, protéger l'héritage de mon père ou sauver ma sœur. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais pas abandonner. Pas maintenant. Pas après tout ce que j'avais traversé. Le lendemain matin, j'ai rencontré l'avocat, un homme grisonnant nommé Étienne, dont les yeux perçants semblaient lire en moi comme dans un livre ouvert. Je lui ai montré les documents, lui expliquant tous les virements, le testament, la confrontation. Il a hoché la tête, son visage grave. C'est sérieux, Claire. Mais avec ces preuves, nous pouvons les arrêter. Il faut porter plainte immédiatement. Et Élise, ai-je demandé, ma voix brisée. Marianne l'a enlevée. Étienne m'a regardé longuement, puis il a dit, nous allons prévenir la police. Mais tu dois être prête, Claire. Ce ne sera pas facile.
J'ai hoché la tête, sentant une détermination nouvelle m'envahir. Pour Élise. Pour mon père. Pour moi. Je n'étais plus là, non-femme. J'étais Claire, et j'allais me battre jusqu'au bout. La menace de Marianne résonnait encore dans ma tête comme un écho toxique. Si tu continues sur ce chemin, tu perdras tout. Et Élise en paiera le prix. Ces mots, prononcés avec une froideur qui me glaçait le sang, étaient une arme, une tentative désespérée de me ramener à ma place, celle de la non-femme, qu'ils pensaient pouvoir manipuler à leur guise. Mais ils ne me connaissaient plus. La Claire qu'ils avaient sous-estimée était morte dans ce couloir d'hôpital, remplacée par une femme prête à tout pour protéger sa sœur et l'héritage de son père. Pourtant, la peur était là, tapie dans l'ombre, me rappelant que chaque pas que je faisais pouvait mettre Élise en danger. Après ma rencontre avec Étienne, l'avocat, j'avais pris une décision. Je ne pouvais pas attendre que Marianne et Julien frappent les premiers. Les documents que j'avais trouvés dans le coffre, le testament alternatif de mon père, les preuves de leur détournement étaient ma seule arme. Avec l'aide de Sophie et d'Étienne, nous avons préparé un plan, porté plainte officiellement contre Julien et Marianne pour fraude financière et abus de confiance. Mais le plus urgent était Élise. Où l'avait-il emmenée? Et jusqu'où était-il prêt à aller pour me faire taire? Ce matin-là, je me suis réveillée avec une boule dans l'estomac, mais aussi une clarté d'esprit que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Sophie m'avait accueillie chez elle après la confrontation explosive à l'entreprise, et sa maison, avec ses murs tapissés de photos anciennes et son odeur de thé à la menthe, était devenue un refuge temporaire. Elle m'a servi un café, ses yeux pleins de détermination. « Claire, tu es plus forte qu'eux », m'a-t-elle dit, posant une main sur la mienne. « Ton père le savait, et maintenant, tu le sais aussi. » J'ai hoché la tête, serrant les documents contre moi comme un bouclier. « Je dois trouver Élise », ai-je murmuré. « Je ne peux pas les laisser lui faire du mal. » Sophie m'a regardé longuement, puis elle a sorti son téléphone. « Appelons Étienne. Il saura quoi faire. » Étienne était déjà en train de travailler sur la plainte. Il m'a expliqué que les preuves que j'avais fournies, les virements offshore, les documents falsifiés, le testament alternatif étaient suffisantes pour ouvrir une enquête criminelle. Mais pour Élise, a-t-il ajouté, sa voix grave, nous devons impliquer la police immédiatement. L'enlèvement d'un enfant, même par un parent, est une affaire sérieuse. Ces mots m'ont fait frissonner. Enlèvement. Le mot semblait si brutal, si irréel, et pourtant, c'était exactement ce que Marianne avait fait. Elle utilisait sa propre fille comme un pion dans son jeu cruel. J'ai passé la matinée à rassembler mes forces, à préparer ce qui allait suivre. Étienne a contacté un officier de police, un homme nommé Laurent, spécialisé dans les affaires familiales complexes. Il m'a reçu dans un bureau exigu, ses murs couverts de dossiers empilés. « Madame Dubois », m'a-t-il dit, son ton calme mais ferme, « racontez-moi tout. » Depuis le début. J'ai tout déversé, la conversation entendue à l'hôpital, les rires froids de Julien et Marianne, les virements suspects, le coffre, le testament, la menace contre Élise. Ma voix tremblait, mais je ne me suis pas arrêtée. Chaque mot était une libération, une façon de reprendre le contrôle. Laurent m'a écouté en silence, prenant des notes, son visage impassible. Quand j'ai fini, il a hoché la tête. Nous allons ouvrir une enquête pour fraude et enlèvement. Mais vous devez nous aider. Savez-vous où votre mère pourrait avoir emmené votre sœur? J'ai réfléchi, essayant de me souvenir des endroits où Marianne avait l'habitude d'aller. Elle était si prévisible dans ses habitudes, toujours à la recherche de luxe, de contrôle. Puis une idée m'a frappée. Sa maison de campagne, ai-je dit. À 1 heure de Lyon, près d'Annecy. Elle y va souvent pour se ressourcer. C'était un endroit isolé, parfait pour cacher quelqu'un, ou quelque chose. Laurent a noté l'adresse, puis m'a regardé dans les yeux. Madame Dubois, je vais être franc. Votre mère et votre mari sont désespérés. Ils savent que vous avez des preuves contre eux. Ils pourraient devenir imprévisibles. Restez prudente. J'ai hoché la tête, sentant une vague de peur, mais aussi une détermination farouche. Pour Élise, je devais être forte. Ce soir-là, la police a agi rapidement. Laurent m'a appelé pour me dire qu'une équipe était en route vers la maison de campagne de Marianne. Il m'a demandé de rester chez Sophie, mais l'idée d'attendre, impuissante,
était insupportable. Je viens avec vous, ai-je insisté, malgré ses objections. C'est ma sœur. Je dois être là. Le trajet jusqu'à Annecy a été un cauchemar. La nuit était noire, la route sinueuse, et chaque kilomètre semblait durer une éternité. Je m'accrochais au siège de la voiture de police, mes pensées tournoyant entre la peur pour Élise et la rage contre Marianne et Julien. Sophie était à mes côtés, sa présence silencieuse me donnant du courage. On va la retrouver, murmurait-elle de temps en temps, comme une prière. Quand nous sommes arrivés à la maison de campagne, un bâtiment élégant entouré de pins, mon cœur battait si fort que je pouvais à peine respirer. Les lumières étaient allumées, et une voiture que je reconnaissais, celle de Julien, était garée devant. Laurent m'a fait signe de rester en arrière, mais je ne pouvais pas. J'ai suivi les officiers, mes jambes tremblantes, alors qu'ils approchaient de la maison. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, j'ai entendu des voix, celles de Julien et Marianne, tendues, presque paniquées. Elle ne peut pas prouver quoi que ce soit sans les documents, disait Julien, sa voix rauque. On doit juste se débarrasser d'eux. Marianne a répondu, son ton glacial. Et Élise ? Elle est un problème, maintenant. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poignard. Élise, un problème ? Ma petite sœur, à peine née, était devenue un pion dans leur jeu tordu. J'ai poussé la porte, incapable de me retenir plus longtemps. Où est-elle ? ai-je crié, ma voix résonnant dans le silence. Julien et Marianne se sont tournés vers moi, leurs visages figés par la surprise. Derrière eux, les officiers de police sont entrés, leurs armes prêtes. Restez où vous êtes, a ordonné Laurent, sa voix ferme. Mais je ne les écoutais pas. Mes yeux cherchaient Élise, désespérément. Puis je l'ai vue, dans un coin du salon, endormie dans son couffin, inconsciente du chaos autour d'elle. J'ai couru vers elle, ignorant les cris de Marianne et les ordres des officiers. J'ai pris Élise dans mes bras, ses petits poings serrés contre ma poitrine, et j'ai senti les larmes couler sur mes joues. Tu es en sécurité, maintenant, ai-je murmuré, la serrant contre moi. Je ne les laisserai plus te faire de mal. Julien a essayé de s'avancer, mais 2 officiers l'ont immobilisé. Claire, tu fais une erreur, a-t-il sifflé, son visage tordu par la colère. Tu vas tout détruire. Mais ces mots n'avaient plus de pouvoir sur moi. Marianne, elle, était étrangement silencieuse, ses yeux fixés sur moi avec une intensité qui me donnait la chair de poule. Tu penses que c'est fini, a-t-elle murmuré, alors qu'un officier lui passait les menottes. Tu ne sais pas de quoi je suis capable, Claire. Mais je n'avais plus peur. Pas à ce moment-là. J'avais Élise dans mes bras, et les preuves contre eux étaient entre les mains de la police. Laurent m'a guidée vers l'extérieur, où une ambulance attendait pour vérifier l'état d'Élise. Elle allait bien, miraculeusement, mais je ne pouvais pas la lâcher. Pas encore. Dans les jours qui ont suivi, tout s'est accéléré. Julien a été arrêté pour fraude et détournement de fonds, sur la base des documents que j'avais fournis. Marianne a été inculpée pour complicité et enlèvement. L'enquête a révélé l'ampleur de leur plan, ils avaient détourné des millions de l'entreprise familiale vers des comptes offshore, avec l'intention de vendre l'entreprise à une société fantôme qu'ils contrôlaient. Le testament alternatif de mon père, validé par Étienne, m'a permis de reprendre le contrôle total de l'entreprise. Mais cette victoire avait un goût amer. Chaque nuit, je revoyais le regard de Marianne, cette lueur de haine mêlée de désespoir. Et Julien, cet homme que j'avais aimé, qui m'avait trahi de la pire des manières. Mais par-dessus tout, je pensais à Élise. Elle était en sécurité, désormais, mais elle grandirait sans mère, sans père. J'avais juré de la protéger, et ce serment était devenu ma nouvelle raison de vivre. Un soir, assise dans la chambre d'Élise, je l'ai regardée dormir, son petit visage paisible illuminé par la lumière douce d'une veilleuse. Je serai toujours là pour toi, ai-je murmuré, caressant ses cheveux fins. Peu importe ce qui arrive. Les larmes coulaient, mais elles étaient différentes, cette fois. Ce n'étaient plus des larmes de peur ou de douleur, mais des larmes de résolution, d'amour. Sophie est entrée, posant une main sur mon épaule. Tu as fait ce qu'il fallait, Claire, a-t-elle dit doucement. Ton père serait tellement fier. J'ai souri, pour la première fois depuis des semaines. Je l'espère, ai-je répondu. Mais maintenant, je dois construire un avenir. Pour elle. Pour nous.
Le silence. Après des mois de chaos, de peur et de colère, le silence était devenu mon refuge. Il n'était plus oppressant, comme il l'avait été dans les couloirs de l'hôpital ou dans les réunions tendues à l'entreprise. C'était un silence apaisé, celui d'une maison où les ombres du passé s'effaçaient peu à peu, remplacées par une lumière douce, hésitante, mais bien réelle. Assise dans le salon, un carnet posé sur mes genoux, je regardais Élise jouer sur le tapis, ses petits rires résonnant comme une musique nouvelle. Elle était ma lumière, ma raison de me lever chaque matin, et pourtant, elle était aussi un rappel constant de tout ce que j'avais traversé. Les semaines qui avaient suivi l'arrestation de Julien et de Marianne avaient été un tourbillon. Les médias s'étaient emparés de l'histoire. Scandale à Lyon, une entreprise familiale au cœur d'une fraude massive. Les gros titres étaient brutaux, impitoyables, mais je m'en étais détachée. Ce n'était pas leur vérité qui comptait, c'était la mienne. Avec l'aide d'Étienne, l'avocat, et des preuves contenues dans le coffre de mon père, j'avais repris le contrôle total de l'entreprise. Le testament alternatif avait été authentifié, confirmant que mon père voulait que je sois la seule héritière, libre de l'influence toxique de Marianne. Les comptes offshore avaient été gelés, et l'argent détourné commençait à être récupéré, bien que le processus soit long et complexe. Mais la victoire juridique, aussi importante soit-elle, n'effaçait pas les blessures. Chaque nuit, je me réveillais en sursaut, hantée par les rires froids de Julien et Marianne, par leurs mots cruels, la non-femme, elle ne se doute de rien. Ces phrases, autrefois des lames qui me déchiraient, étaient devenues des souvenirs, des cicatrices qui me rappelaient combien j'avais changé. Je n'étais plus celle qu'ils avaient méprisée. J'étais Claire, une femme qui avait affronté ses peurs, qui avait protégé sa sœur, et qui avait repris sa vie en main. À la maison, autrefois un théâtre de tension et de faux-semblants, était devenu un havre. J'avais vendu l'appartement de Marianne et utilisé l'argent pour rénover notre maison, effaçant les traces de l'ancienne vie. Les murs, autrefois froids, étaient maintenant peints de couleurs chaudes, et le jardin, négligé pendant des années, s'épanouissait sous mes soins. Élise avait sa propre chambre, remplie de peluches et de livres, un espace où elle pouvait grandir en sécurité. Chaque soir, je m'asseyais à côté de son lit, lui racontant des histoires, même si elle était encore trop petite pour comprendre. Ces moments étaient précieux, des instants où je pouvais être simplement sa grande sœur, et non la femme qui portait le poids d'un scandale. Mais la reconstruction n'était pas seulement matérielle. Elle était intérieure, profonde, presque douloureuse. Je devais apprendre à me voir autrement, à me libérer de l'image que Julien et Marianne avaient imposée à mon esprit. Pendant des années, j'avais cru que j'étais insignifiante, que mon seul rôle était de travailler, de soutenir, de me taire. La non-femme. Ces mots me hantaient encore, mais ils perdaient peu à peu leur pouvoir. Chaque jour, je me regardais dans le miroir, et au lieu de voir une femme fatiguée, je commençais à voir une survivante. Sophie est devenue une présence constante dans ma vie, une figure maternelle que je n'avais jamais eue. Elle venait souvent à la maison, apportant des gâteaux faits maison ou des histoires sur mon père, des souvenirs qui me rappelaient qu'il m'avait toujours aimé, même quand je doutais de moi. Un après-midi, alors que nous étions assises dans le jardin, Élise jouant avec un seau en plastique rempli de fleurs, Sophie m'a regardée avec un sourire doux. « Tu sais, Claire, tu me rappelles tellement André. Il avait cette force tranquille, cette capacité à se relever, peu importe les obstacles. » J'ai senti une boule dans ma gorge. Je ne me sens pas toujours forte, ai-je admis, ma voix tremblante. Parfois, je me demande si j'ai fait les bons choix. Si j'aurais pu arrêter tout ça avant qu'Élise ne soit impliquée. Sophie a posé une main sur la mienne, ses yeux pleins de compréhension. Tu as fait ce qu'il fallait. Tu as protégé ta sœur, tu as honoré l'héritage de ton père. Et tu t'es sauvé toi-même. C'est plus que ce que la plupart des gens auraient pu faire. Ces mots m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Sauver moi-même. Pendant si longtemps, j'avais cru que mon rôle était de sauver les autres, l'entreprise, Julien, Marianne, et maintenant Élise. Mais Sophie avait raison. En affrontant mes peurs, en défiant ceux qui m'avaient trahi, je m'étais aussi sauvée. J'avais retrouvé une part de moi que je pensais perdue à jamais. L'entreprise, elle aussi, renaissait de ses cendres. J'avais passé des semaines à restructurer l'équipe, à réparer les dégâts causés par les détournements de Julien et Marianne. J'avais engagé de nouveaux cadres, des gens en qui je pouvais avoir confiance,
et j'avais instauré une nouvelle vision, celle d'une entreprise qui non seulement prospérait, mais qui redonnait à la communauté. J'avais créé un programme de formation pour les jeunes femmes issues de milieux défavorisés, une façon de rendre hommage à mon père, mais aussi de donner un sens à tout ce que j'avais traversé. Chaque réunion, chaque décision, était un pas vers un avenir que je construisais de mes propres mains. Mais par-dessus tout, il y avait Élise. À seulement quelques mois, elle était déjà une force de la nature, avec ses yeux curieux et ses éclats de rire qui illuminaient mes journées. Elle était le centre de ma vie, une responsabilité que j'avais choisie sans hésiter. Mais cette responsabilité venait avec des questions. Comment lui parlerais-je de Marianne, un jour ? Comment lui expliquerais-je que sa mère avait essayé de détruire notre famille ? Ces pensées me hantaient, mais je savais que j'avais du temps. Pour l'instant, ma mission était de lui offrir un foyer, un amour inconditionnel, et une sécurité qu'elle méritait. Un soir, alors qu'Élise dormait dans sa chambre, j'ai sorti un vieux carnet, celui que mon père m'avait offert quand j'étais adolescente. À l'époque, j'y écrivais mes rêves, mes peurs, mes espoirs. Depuis la confrontation avec Julien et Marianne, j'avais recommencé à écrire, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus pour moi. C'était pour Élise. Je voulais qu'elle sache, un jour, qui elle était, d'où elle venait, et ce que j'avais traversé pour la protéger. Chaque mot que j'écrivais était une promesse, un témoignage de ma résilience, de mon amour pour elle. Ma chère Élise, ai-je écrit, ma plume glissant sur le papier. Un jour, tu liras ceci, et tu comprendras que notre famille a été brisée, mais qu'elle a aussi été reconstruite. Tu es ma lumière, mon espoir, et je ferai tout pour que tu grandisses en sachant que tu es aimée, que tu es forte. Peu importe ce que le monde te dira, souviens-toi de ceci, tu es assez. Les larmes coulaient sur mes joues, mais elles n'étaient pas amères. Elles étaient libératrices, comme si chaque goutte emportait un peu plus du poids du passé. J'ai refermé le carnet, le posant sur la table de nuit, et je me suis levée pour vérifier qu'Élise dormait paisiblement. Sa respiration régulière, ses petits poings serrés, étaient un rappel de ce pourquoi je me battais. Elle était ma famille, désormais, et rien ni personne ne pourrait nous séparer. Quelques jours plus tard, Sophie m'a invitée à déjeuner dans un petit café près de la Saône. Le soleil brillait, les eaux de la rivière scintillaient, et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais légère. Nous avons parlé de l'avenir, de l'entreprise, d'Élise. Puis, presque timidement, Sophie a sorti une enveloppe de son sac. J'ai trouvé ça dans les affaires de ton père, a-t-elle dit, me l'attendant. Je pense qu'il aurait voulu que tu l'aies. À l'intérieur, il y avait une photo de moi, à 5 ans, riant aux éclats sur les épaules de mon père. Au dos, il avait écrit, à ma Claire, ma guerrière. Ne doute jamais de ta force. J'ai senti mon cœur se serrer, mais cette fois, c'était une douleur douce, presque réconfortante. Merci, Sophie, ai-je murmuré, la gorge nouée. Elle m'a souri, ses yeux brillants de larmes. Tu es sa fille, Claire. Et tu es tout ce qu'il espérait que tu deviendrais. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai accroché la photo au mur de ma chambre, à côté d'une autre, plus récente, d'Élise et moi dans le jardin. Ces deux images, séparées par des décennies, étaient comme un pont entre le passé et l'avenir. Elles me rappelaient d'où je venais, et où j'allais. J'avais perdu beaucoup, un mari, une mère, une vie que je pensais être la mienne. Mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, moi-même. En m'endormant ce soir-là, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. La trahison, la douleur, la peur. Mais aussi le courage, l'amour, l'espoir. J'avais traversé l'enfer, et j'en étais sortie plus forte. Pour Élise, pour mon père, pour moi. Les rires froids de Julien et Marianne étaient désormais des échos lointains, incapables de m'atteindre. J'avais trouvé ma voie, ma place, et je n'allais plus jamais la céder. 5 ans ont passé depuis cette nuit où tout a basculé, où les rires froids de Julien et de Marianne ont cessé de hanter mes rêves pour devenir des souvenirs fanés, presque irréels. 5 ans depuis que j'ai tenu Élise dans mes bras, dans cette maison de campagne près d'Annecy, promettant de la protéger contre vent et marée. 5 ans depuis que j'ai repris les rênes de ma vie, de l'entreprise de mon père, et de moi-même. Aujourd'hui, en regardant le soleil se coucher sur Lyon, ses rayons dorés dansant sur la Saône, je ressens une paix que je n'aurais jamais cru possible.
Une paix forgée dans la douleur, mais aussi dans l'amour, celui que je porte à Élise, à mon père, et, enfin, à moi-même. Ma vie, désormais, est un tableau recomposé, peint avec des couleurs que j'ai choisies. La maison où je vis avec Élise est toujours celle de mes souvenirs, mais elle a changé, tout comme moi. Les murs vibrent de rire, de musique, et des pas précipités d'une petite fille de 5 ans qui court dans le jardin, poursuivie par un chiot que nous avons adopté l'année dernière. Élise est une boule d'énergie, avec des boucles brunes qui dansent autour de son visage et des yeux pétillants qui semblent voir le monde avec une curiosité insatiable. Elle est ma joie, mon encre, et parfois, quand elle me regarde avec ce sourire qui rappelle celui de mon père, je sens mon cœur se serrer d'une émotion indescriptible. L'entreprise familiale prospère sous ma direction. Après le scandale, il a fallu des années pour restaurer sa réputation, mais chaque défi a été une occasion de prouver ma valeur, non pas aux autres, mais à moi-même. J'ai diversifié nos activités, investissant dans des textiles écologiques et des partenariats avec des artisans locaux. J'ai aussi créé une fondation en l'honneur de mon père, la Fondation André Dubois, qui soutient les femmes victimes de trahison financière ou familiale. Chaque fois que je rencontre une bénéficiaire, que j'entends son histoire, je me revois, il y a 5 ans, tremblante mais déterminée, prête à me battre pour ma vérité. Ces femmes me rappellent pourquoi je continue, pourquoi je ne baisse jamais les bras. Mais ce n'est pas seulement l'entreprise qui m'a transformée. C'est Élise. Élever une enfant seule, dans les circonstances où nous nous sommes trouvés, n'a pas été facile. Les premières années, je vivais dans la peur qu'elle ressente le vide laissé par Marianne, par l'absence d'une mère. Mais Élise est forte, plus forte que je ne l'étais à son âge. Elle pose des questions, bien sûr. Pourquoi maman n'est pas là, m'a-t-elle demandé un jour, alors que nous dessinions ensemble à la table de la cuisine. J'ai pris une grande inspiration, cherchant les mots justes. Ta maman a fait des choix difficiles, ai-je répondu, caressant ses cheveux. Mais tu as moi, et je t'aimerai toujours assez pour deux. Ces mots étaient sincères, mais ils portaient aussi une douleur. Marianne. Son nom, autrefois une ombre menaçante, n'évoque plus la même peur. Elle est en prison, purgeant une peine de 7 ans pour fraude et enlèvement. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre d'elle, écrite sur un papier froissé, son écriture élégante mais tremblante. Claire, je suis désolée, commençait-elle. Elle parlait de regrets, de remords, de son amour pour Élise. Mais ces mots sonnaient creux, comme un écho de la femme qu'elle avait été manipulatrice, même dans sa repentance. J'ai lu la lettre, puis je l'ai rangée dans une boîte, sans répondre. Marianne avait choisi son destin, et je n'avais plus de place pour elle dans ma vie. Julien, lui, a disparu de l'horizon. Après son arrestation, il a plaidé coupable pour éviter une peine plus lourde et a été libéré sous condition après 3 ans. J'ai entendu dire qu'il vivait à l'étranger, dans une ville obscure, loin du luxe qu'il chérissait tant. Parfois, je me demande s'il pense à moi, à ce qu'il a perdu. Mais ses pensées sont fugaces, comme des nuages qui passent sans laisser de traces. Julien n'a plus de pouvoir sur moi. Il n'en a jamais vraiment eu, je le comprends maintenant. Sophie reste une constante dans ma vie, une amie, une confidente, presque une mère. Elle vient souvent à la maison, apportant des histoires, des rires, et parfois des conseils que je n'ai pas demandés mais dont j'ai besoin. Un jour, alors que nous regardions Élise jouer dans le jardin, elle m'a dit, « Tu as construit quelque chose de beau, Claire. Pas seulement pour toi, mais pour elle. » J'ai souri, sentant une chaleur dans ma poitrine. « C'est grâce à toi, aussi, » ai-je répondu. « Tu m'as rappelé qui j'étais, quand je l'avais oublié. » Elle a ri, secouant la tête. « Non, Claire. C'est toi qui t'es souvenu. Moi, je t'ai juste donné un coup de pouce. » Ce soir-là, comme souvent, je me suis assise dans le jardin avec Élise, regardant le ciel s'embraser de teintes orangées et roses. Le coucher de soleil était devenu notre rituel, un moment où nous nous asseyons ensemble, parfois en silence, parfois en riant de choses simples. Un oiseau qui chantait, une fleur qu'Élise avait cueillie. « Regarde, Claire, m'a-t-elle dit, pointant le ciel. On dirait un tableau. » J'ai ri, la serrant contre moi. « C'est vrai, ma chérie. Et tu es la plus belle couleur de ce tableau. » Ces moments, si simples, étaient ma victoire. Ils étaient la preuve que j'avais survécu, que j'avais transformé la douleur en quelque chose de beau.
Mais il y avait encore des jours où le passé revenait, comme une vague inattendue. Je repensais à mon père, à ses lettres, à sa foi en moi. Je repensais à la Claire d'avant, celle qui se croyait insignifiante, celle qui vivait dans l'ombre de Julien et Marianne. Cette Claire était encore là, quelque part, mais elle était plus douce, plus indulgente envers elle-même. Elle m'avait appris à être forte, à me relever, à aimer. J'ai continué à écrire dans le carnet pour Élise, ajoutant des pages au fil des années. Un jour, quand elle sera plus grande, je lui donnerai ce carnet. Elle lira mon histoire, notre histoire, et elle comprendra les sacrifices, les luttes, mais aussi l'amour qui nous a portés. Je veux qu'elle sache qu'elle est née dans le chaos, mais qu'elle a grandi dans la lumière. Je veux qu'elle sache qu'elle est assez, toujours, quoi qu'il arrive. En regardant Élise courir dans l'herbe, son rire résonnant comme une mélodie, j'ai senti une paix profonde s'installer en moi. J'avais traversé l'enfer, mais j'en étais sortie entière. J'avais perdu une mère, un mari, une vie que je pensais être la mienne. Mais j'avais gagné bien plus, une sœur, une mission, une force que je ne soupçonnais pas. La non-femme était devenue une femme, une guerrière, une protectrice. Et cet avenir, celui que je construisais avec Élise, était le plus beau des cadeaux. Alors que le soleil disparaissait à l'horizon, j'ai pris la main d'Élise. On sera toujours ensemble, hein, m'a-t-elle demandé, ses yeux brillants de confiance. J'ai souri, mon cœur débordant. Toujours, ma chérie. Rien ne pourra nous séparer. Et voilà, mes amis, la fin de cette histoire, celle de Claire, d'Élise, et d'une résilience qui a transformé la douleur en espoir. Si ce récit vous a touché, si vous avez ressenti la force de Claire ou la douceur d'Élise, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, Histoire de tous les jours. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires, celles qui parlent de courage, de trahison, et de nouveaux départs. Partagez vos pensées dans les commentaires, dites-nous ce que cette histoire a éveillé en vous. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle histoire qui, je l'espère, vous touchera autant que celle-ci.